bienvenue sur le live Orchestra. Donc on est ici, donc moi c'est Emma de la team Orchestra. Je suis ici avec Justine que vous reconnaissez de notre dernier live sûrement. Bonjour. Donc aujourd'hui on est ici pour un sujet assez important, du coup pour bien préparer son postpartum, pour être informé. Donc on s'est équipé d'une experte en tout cas. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et puis voilà, on peut enchaîner sur le sujet. Allons-y, c'est un grand sujet. Oui. Alors, du coup, comme j'en ai parlé, on va parler du postpartum. Donc, est-ce que déjà tu aurais une définition à nous sortir du postpartum? Qu'est-ce que c'est? Combien de temps ça dure? C'est vrai que c'est assez vaste et on trouve un petit peu toutes les informations sur Internet. Donc, c'est toujours mieux. Et bien sûr. Alors, donc moi, je suis doula. Doula, j'accompagne les mères et leurs familles dans la maternité et dans le postpartum aussi. Voilà, dans toutes ces facettes. Le postpartum, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a la définition médicale qui va être, on va dire, de la délivrance du placenta au retour de couche, donc au retour de règles. Ça dépend de chaque femme, évidemment, si elles allaitent pas. Mais cette définition, elle va manquer de sens. Comme Anna Roy dit, Anna Roy, c'est une sage-femme qui est assez connue maintenant et qui prend beaucoup la parole à la télé et sur les réseaux sociaux, et je suis assez d'accord avec elle. Elle dit que, en son sens, le postpartum dure 3 ans, et en effet, je pense que ça dure beaucoup plus longtemps que le retour des règles. Ça va dépendre encore une fois des femmes, ça va s'inscrire dans une temporalité qui va encore une fois être distincte de qui on est, de est-ce qu'on a repris le travail, etc. Mais ça peut durer jusqu'à 3 ans, en effet, jusqu'aux 3 ans du bébé. Ça peut être 18 mois, 24 mois, 3 ans, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus long que juste le fait d'avoir ces règles de nouveau. D'accord, j'ai vu qu'elle avait écrit un livre et du coup, on s'en est équipé Oui, c'est un très beau livre. Et donc, comment l'anticiper, puisque c'était ça ta deuxième question. En fait, c'est déjà, il va falloir l'anticiper. On prépare beaucoup la naissance, il y a beaucoup d'accompagnement pendant la grossesse, que ce soit des accompagnements de sage-femme, avec des préparations à la naissance, etc. Il y a beaucoup moins de préparation au postpartum. C'est-à-dire que moi, en tant que doula, quand on vient me chercher pour un accompagnement, je le précise dans les séances et je leur dis il va falloir qu'on ait une séance ensemble pour anticiper le postpartum. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut anticiper? C'est quoi? C'est la liste matérielle de qu'est-ce que je vais acheter? Ah, mais pas du tout. Oui. On va pas du tout être là-dedans. Et oui. Et pas forcément à l'après. On va pas du tout être là-dedans. Anticiper son postpartum, c'est pour éviter que ça se passe vraiment pas bien. C'est vraiment pour l'anticiper de manière à ce qu'on puisse collecter ses ressources pour avoir de l'aide, pour être soutenu dans cette après-naissance. Voilà, c'est ça, anticiper son postpartum. Ok, et du coup, dans la suite de tout ça, comment on prépare déjà l'arrivée de bébé? Est-ce que il faut faire une liste? Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu penses là-dessus? Alors, pour anticiper l'après-bébé, puisque anticiper le postpartum, ça ne veut pas dire dépression du postpartum. Souvent, les gens confondent le postpartum, qui est juste ce moment après-bébé, qui va être très ambivalent et plein de nuances, selon la mère, selon le bébé, selon le contexte où on est, et la dépression du postpartum, qui là, évidemment, on a un vrai besoin, un soutien psychologique pendant cette période où on est en dépression. D'accord. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc, comment se préparer? Eh bien, c'est déjà de collecter toutes les ressources autour de soi. Le plus grand risque en postpartum, c'est de se sentir seul, d'être esseulé. On le sait, on est accompagné pendant la grossesse, et dès le moment où on rentre de la maternité, et même quand on a accouché à la maison d'ailleurs, il peut se passer ce moment où on se retrouve seul avec son bébé. Donc, le coparent, lui, va peut-être vite retourner au travail, même s'il y a un congé parental ou un congé de naissance, puisque ça va être bientôt le terme, il va rentrer au travail, on va se retrouver seul. C'est important, en tant que maman, de se dire qui va pouvoir prendre le relais, qui va pouvoir me permettre de dormir, d'avoir des moments pour moi. Donc est-ce que ça va être une sœur, une mère, une grand-mère, une très bonne amie, une aide à domicile?
Voilà, il y a des aides aussi parfois pour avoir quelqu'un qui vient faire le ménage, quelqu'un qui peut peut-être me déposer à manger. D'accord. Les bonnes amies qui amènent des doudous. Bon, c'est bien sympa le petit doudou, vous vous faites plaisir aussi, c'est cool. Demandez à la maman de quoi elle a besoin. Donc anticiper, c'est anticiper ses besoins. De quoi vais-je avoir besoin? Alors parfois c'est très compliqué de se dire mais de quoi vais-je avoir besoin si on n'a pas eu de bébé avant. Mais avec le coparent, alors si on est seul, c'est vraiment centré sur soi, de quoi vais-je avoir besoin, c'est peut-être encore plus compliqué. Quand on est en couple, avec le coparent, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut demander à telle personne de venir? Est-ce que toi, tu vas pouvoir prendre le relais à ce moment-là? Parce que si on est seul, on va pas pouvoir tout faire. Et plus se rajoute à ça la fatigue, voilà, le manque de sommeil. C'est là où on peut avoir des gros moments de solitude et de dépression. Mais c'est vrai que moi, étant dans ce cas-là, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de témoignages autour de moi et du coup, on apprend beaucoup de toutes les expériences qu'ont pu vivre notre entourage. Donc, c'est comme ça qu'on se prépare aussi et du coup, on a des idées aussi pour le futur. Donc, je suis d'accord avec toi. Et oui, d'anticiper. Et anticiper, c'est aussi quand pour soi-même, on peut collecter les ressources qu'on veut autour de soi, évidemment, avec des amis, une doula, sa maman, sa belle-mère, etc. Et même, d'ailleurs, je dis que le féminin, mais même les beaux papas et les papas, voilà. Et évidemment, avoir un coparent extrêmement soutenant, c'est aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va m'enlever cette charge mentale. Donc, c'est tout bête, mais pratico-pratique. Faire un tour pour récupérer plein de surgelés et blinder le congélo. C'est se faire du batch cooking là, avant de préparer, de couper ses légumes à l'avance, etc. Alors, bien sûr, enceinte, c'est compliqué, mais d'avoir de l'aide aussi pour faire ça. J'avais vu qu'il y avait certaines personnes aussi qui demandaient, par exemple, sur leur liste de naissance, de se faire offrir, par exemple, un mois de repas livrés à domicile. Mais bien sûr, ça peut être mieux que d'offrir une poussette ou voilà ce qu'on veut le plus, quoi. Mais évidemment, il y a même maintenant des sociétés qui proposent des repas en postpartum livrés. Il y a des doulas qui font ça. Moi, je le fais pas dans ma prestation, mais il y a des doulas qui font ça aussi, qui viennent préparer des repas, etc. Il y a vraiment des services de traiteurs liés au postpartum. Donc en plus, on sait qu'on va manger certains aliments qui vont être bons pour le postpartum. Parce que pareil, on parle du sommeil, du manque de sommeil, mais le manque d'énergie aussi vient de ce qu'on mange, de comment on s'hydrate. Et parfois avec bébé, on n'a pas le temps d'y penser. On est focus sur son bébé, on est beaucoup dans le faire, et en fait on perd ce sens-là de prendre soin de soi. Donc quand on perd ce sens-là, c'est aux autres de prendre soin de nous, vraiment. Et quand on anticipe le postpartum, c'est de se dire, ok, déjà toute la charge, ménage, nourriture, parfois on n'a même pas le temps de prendre sa douche, donc on ne va pas tout d'un coup faire un bœuf bourguignon. Ce serait rigolo de dire ça parce que je suis végétarienne, mais bon, en tout cas on va pas se mettre au fourneau. Et là, vraiment, c'est aux coparents de prendre sa place aussi, surtout si maman allaite. Maman allaite, elle aura besoin d'énergie. Elle va déjà être focus sur son bébé, focus pour que l'allaitement se passe bien. Et papa ou l'autre coparent, voilà, tout dépend, va être là pour prendre soin de la maman. D'accord. Voilà. Mais du coup, je rebondis un peu aussi sur la question. Pour bien anticiper déjà le postpartum et pour essayer de se vider l'esprit pour pas arriver au dernier moment, qu'est-ce que tu proposerais aussi surtout pour s'équiper pour bébé? Est-ce qu'il faut suivre par exemple tout ce qu'on nous demande sur internet? Est-ce que du coup il y a des vêtements spéciaux à avoir si on souhaite allaiter par exemple? Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Alors moi je dirais que ça reflète bien notre société qui est vachement dans le consumérisme, etc. Si jamais vous en ressentez le besoin, et que pour vous, comme pendant la nidification, c'est-à-dire le dernier trimestre, on a besoin de créer son foyer, de se sentir bien. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie d'avoir une jolie chambre pour bébé, d'avoir une super poussette ou d'être bien dans vos vêtements en allaitant, etc. Et que vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir ce dernier pull spécial allaitement, dernier cri, faites-le si ça vous fait du bien.
Mais ne vous dites pas que c'est ça qui va sauver votre postpartum. Non. Je pense que c'est des bonus, c'est des plus. Bien sûr que c'est agréable d'être dans des vêtements confortables et dédiés à l'allaitement si vous allaitez. Et si en plus ils sont jolis, qui vous mettent en avant et qui vous subliment, ok, super, allez-y. Et c'est un beau cadeau en liste de naissance. C'est pas ça qui va faire que votre postpartum va bien se passer. C'est un petit plus. C'est comme quand les femmes en maternité me disent bon Justine, je vais allaiter, qu'est-ce que tu m'encourages à acheter? Je leur dis ce qui compte c'est ta confiance en toi, c'est ta confiance en ton bébé, c'est le fait qu'autour de toi tu as un vrai contexte soutenant, un mari soutenant, une belle maman qui va pas arriver là en te disant ah moi je faisais pas du tout de cette manière là. C'est plus de se dire j'évince toutes les personnes toxiques et j'ai avec moi que des personnes soutenantes. Voilà. Si après vous voulez emmener à la maternité la fameuse crème qui va permettre de ne pas avoir de crevasse, oui, même si moi je le dis toujours, c'est plus d'avoir une bonne posture en allaitant et de mettre du lait sur le téton qui a une crevasse et de le laisser sécher après. En fait, on a tout en soi. Nous, mères, on a tout en soi pour que ça se passe bien. Et après, vous pouvez toujours demander à une sage-femme, à une personne du médical de vérifier si tout va bien. Et côté psy et émotionnel, aussi une sage-femme ou une doula ou même votre meilleure amie qui sera parfois la meilleure des ressources pour que ça se passe bien. Donc, en termes d'équipement, moi je dirais surtout les personnes autour de vous, la confiance en vous. Voilà. Écoute, super. Et alors du coup par rapport aux premiers jours après l'accouchement, comme tu parlais du coup du postpartum rapproché, surtout par rapport à la récupération physique, comment ça se passe, est-ce que on a des douleurs qui durent, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on doit se poser des questions, Alors, il y a une différence, c'est vrai, entre le postpartum rapproché, donc les quelques jours après la naissance. Donc là, quand on est en maternité, il y a une sage-femme qui vient vérifier. Si on a eu un accouchement un petit peu compliqué, c'est l'obstétricien ou l'obstétricienne qui va venir vérifier si tout va bien. J'encourage les femmes à chaque fois à ne pas faire les warriors, mais à dire si ça va pas, à dire si elles ont mal. Quand on a mal, au bout d'un moment, ce n'est plus normal d'avoir des petites douleurs, des sensations d'inconfort, surtout si on a eu une déchirure, une épisio, ok. Mais si ça dure, en fait, le préciser, parce que là, ça va plus être normal. Donc, à chaque fois, dire quand ça va pas, émotionnellement, dire aussi quand ça va pas. C'est pas évident toujours de mettre les bons mots. C'est pour ça qu'il y a une sage-femme qui vient après le retour chez soi. Il y a 2 rendez-vous obligatoires pour voir si tout va bien dans le corps, dans la tête, etc. Il y a aussi des rendez-vous maintenant post-nataux pour vérifier s'il n'y a pas une dépression du postpartum qui arrive. Et puis, vous, les amis, les autres mères, le papa, évidemment, de déceler ces petits signes qui font la différence de, ok, en fait, là, on n'est plus dans le baby blues. Le baby blues, je le rappelle, c'est la chute hormonale après la naissance de bébé, qui est pas forcément soudaine, c'est plus 3e, 4e jour, souvent on parle de la nuit de Java, où bébé est un petit peu plus, il sollicite un peu plus maman parce que souvent il y a la montée de lait, etc. Donc c'est une nuit où on dort pas du tout et où parfois on sait plus quoi faire avec bébé, donc ça va de pair avec la chute un peu hormonale, et donc c'est le fameux baby blues. Il dure pas longtemps, à ne pas confondre avec la dépression du postpartum qui là s'inscrit plus dans une durée et qui va être beaucoup plus impactant au quotidien et qui va avoir un impact notamment sur le lien d'attachement avec bébé. Donc c'est vraiment être vigilant, pas dans une extra-vigilance avec la maman, mais d'être prudent et d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute. Si vous arrivez chez une maman et qu'elle est là, et qu'elle répond à côté, qu'elle ne vous regarde pas dans les yeux, qu'elle s'affaire à la cuisine pour vous préparer un thé, non, en fait, déjà, c'est pas à elle de faire ça, c'est plutôt à vous de prendre soin d'elle et de se dire, ok, attends, viens, assis-toi, ça va ? Oui, ça va. Bon, essaye de voir si vraiment ça va, en fait. Peut-être ça va. Oui, peut-être que réellement elle a besoin de... Mais voilà, elle aura peut-être besoin de raconter son récit de naissance, etc. Et puis surtout
d'être vigilant aussi au stress post-traumatique qui peut être lié à l'accouchement. Voilà, il y a des accouchements qui ne se passent pas toujours comme on l'a rêvé, et d'en parler. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider, donc parlez-en à votre sage-femme, à votre doula, et puis voilà, et après il peut y avoir un vrai soutien émotionnel et psychologique. Et du coup, on en a parlé un peu rapidement. Si on rentre vraiment du coup dans le terme de dépression postpartum, est-ce qu'on pourrait nous expliquer réellement ce que c'est du coup, par qui on peut se faire aider, avec qui on peut en discuter Alors, la dépression du postpartum, comme je l'ai dit par rapport à un baby blues, ça va s'inscrire dans une temporalité. Ça peut être lié soit à l'accouchement, soit à des difficultés du lien d'attachement, soit au contexte dans lequel on est avec bébé. Est-ce qu'on est dans un contexte de violence? Après, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être aussi... y a des femmes qui vont être... qui vont avoir des phobies d'impulsion et qui ne vont pas en parler. Des phobies d'impulsion, c'est quand on s'imagine parfois violenter son bébé, ou on s'imagine... on est vraiment dans une détresse. Donc ça, les phobies d'impulsion, il faut en parler. On est très nombreuses et très nombreux à en avoir, puisque ce n'est pas forcément lié à la maternité. Oui, faut pas en avoir. Voilà, on se projette dans des situations et en fait on a peur de passer à l'acte, par exemple, alors qu'en fait pas du tout. Déjà si on le projette et qu'on le verbalise, c'est justement parce qu'on a peur que ça se passe. Donc en parler, voilà, moi je ne vais pas être la spécialiste sur les phobies d'impulsion, mais en tout cas, si vous ressentez ça, en discutez. Si vous ressentez que vous êtes dans une grande tristesse, il y a des femmes qui ont déjà vécu la dépression liée à un burn-out, liée à un deuil, donc elles peuvent reconnaître des signes, ou l'entourage, et là se dire ok, on va en parler. Après, il y a des signes cliniques qui vont être encore plus perturbants, avec des hallucinations et d'autres choses comme ça, où là, ça va vraiment être des facteurs psychiatriques. Encore une fois, on peut se faire aider, et ça ne reste pas, surtout si on se fait accompagner. Donc, c'est vraiment être vigilant avec la maman et se dire... si vous-même, vous n'arrivez pas à poser les mots sur cette dépression, que les proches puissent poser ces mots-là avec vous et vous en parler à votre sage-femme, à votre médecin de famille. Vous n'êtes pas seul. En fait, vous n'êtes pas seul, et ça s'accompagne très, très, très bien. Voilà. C'est juste qu'il faut pouvoir le déceler. Donc, pour l'entourage, les proches, quels conseils tu pourrais donner pour percevoir ces signes? Quels sont les premiers signes? Est-ce qu'ils sont communs à tout le monde? Est-ce que chaque personne est différente aussi là-dessus? Et oui, chaque personne est différente. Vous pouvez très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, arriver chez une maman, la maman d'apparence, elle est très apprêtée, elle-même elle est très affairée. Ça, moi, c'est quelque chose qui va me surprendre. Je vais... préférée, c'est pas ça, mais une maman qui va me dire ah là là Justine, j'en peux plus, j'ai pas dormi, qui verbalise en fait, qui verbalise. Après, ça peut être aussi une maman qui d'apparence n'est pas du tout dans celle qui s'affaire, etc., mais plutôt qui est très mal, qui dort pas du tout, qui est en ultra-vigilance avec son bébé, qui a des problèmes, des difficultés de lien d'attachement avec le bébé. Et puis parfois, il y a des femmes qui verbalisent très bien, mais parce qu'elles l'ont vécu peut-être déjà dans leur passé, et qui disent clairement « je vais mal, il va falloir que je me fasse aider ». Et il y a des pôles aussi dans des hôpitaux mère-enfant. Surtout les mamans esseulées qui n'ont pas de conjoint à leur côté. Maintenant, on est dans des sociétés très individualistes où on ne vit plus les uns avec les autres, en tribu, en famille, etc. Alors, il y en a qui le font encore, qui vivent avec leurs parents, etc. Mais il y a des gens très seuls, qui vivent très loin de leur famille, ils n'ont pas d'amis à leur côté. Et en fait, c'est cette solitude qui va être en plus rattrapée par la fatigue, etc., qui peuvent être des terrains facilitant la dépression. Est-ce qu'il existe des soutiens? Bon, tu parlais à l'hôpital, mais est-ce que du coup, tu conseilles d'aller voir
une psychologue Oui, il va y avoir bien sûr des soutiens psychologiques. C'est vrai que le premier truc, c'est, à part si la personne elle est accompagnée par une doula, c'est sûr que la doula, vu qu'elle la connaît normalement presque depuis le moment de la grossesse, elle va connaître, elle va savoir repérer, et puis il va y avoir un climat de confiance qui s'est installé déjà pendant tout ce temps-là. Donc la maman, elle va avoir plus de facilité à se lâcher, à dire quand ça va pas. Sinon, évidemment, la sage-femme, les rendez-vous post-nataux sont faits pour ça, mais parfois, ça peut être des moments de dépression du postpartum qui sont bien plus loin que ça. C'est-à-dire vraiment 2 ans presque, parfois après la naissance. Donc plus forcément accompagné. Exactement. Donc vous pouvez en parler, prendre rendez-vous avec une psychologue. Après, ça peut être aussi, il y a beaucoup d'associations. Il y a une association extraordinaire qui s'appelle Maman Blues. Il y a des PMI aussi, les PMI à côté de chez vous, qui aident aussi la famille pour ça. Et c'est quoi une PMI ? Une PMI, c'est un centre qui va aider, en fait, social et familial, qui va aider les familles. Souvent, on l'associe à la précarité. Et en fait, à défaut, parce que évidemment que ça peut être un soutien pour des familles précaires, mais ça peut être aussi un soutien pour toutes les familles. Voilà, donc après, il faut pouvoir se déplacer. Parfois, on n'ose pas. Parfois, on se dit que c'est pas fait pour nous. Il y a aussi beaucoup, et ça, c'est très lié à la femme dans nos sociétés, à se dire non, mais c'est bon, je vais y arriver. Il y a plus grave que moi. Et donc, non, je vais laisser ma place. Et non, en fait, c'est soutenez-vous les unes les autres. Moi, j'encourage les femmes à être sorores entre elles. Vraiment, vous pouvez vous soutenir, vous pouvez vous aider. Créez votre village, en fait, autour de vous, pour vous soutenir dans la maternité et dans la parentalité. Et d'ailleurs, là, on parle beaucoup des choses négatives, mais le postpartum est fait de nuances, en fait, de cette ambivalence-là. Il y a des moments aussi très doux, très sereins, très beaux. Il y a des femmes qui vivent un postpartum incroyable. Moi, je dirais que la majorité des mamans vivent un postpartum complexe. C'est un tourbillon. C'est la matrescence, c'est le fait de devenir mère. La patrescence, le fait de devenir père. C'est on devient différent, on devient une autre personne. Voilà, on change de vie. Il y a maintenant un tout petit qui vient dans notre famille, et puis parfois c'est un 2e, 3e, 4e enfant. Ça va venir aussi bousculer ce qu'on a créé. Et le premier enfant, en effet, c'est un tourbillon, mais un tourbillon avec son positif aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui s'empuissance en devenant mère, qui s'empuissance dès l'accouchement et pendant le postpartum, qui parfois vont même créer des boîtes, qui vont devenir entrepreneuses parce qu'elles se disent non, je veux plus cette vie d'avant, j'ai envie de créer quelque chose qui a un sens. De se remettre en question, de se dire qu'est-ce qu'on a envie. Exactement, en fait ça vient apporter un sens parfois à sa vie, où on se dit ok, je mets d'autres lunettes, tiens, je me vois comme ça maintenant, et il y a beaucoup de femmes qui deviennent très puissantes quand elles deviennent mères, et des pères aussi, quand ils prennent leur place. Voilà, le tout c'est de prendre sa place. Et mais du coup on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était un gros sujet, c'est la relation de couple et la vie sociale postpartum, nos relations avec nos conjointes. Donc on en parlait un petit peu, je sais pas si tu veux aller un petit peu sur ce sujet. Disons que ça va venir changer quelque chose dans votre couple, évidemment. Ça ne veut pas dire que ça va amener que du négatif. Alors évidemment, le 0-2 ans, on ne dort pas beaucoup. Y a en plus les maladies infantiles, etc. Selon si on a eu un bébé prématuré. Enfin, ça va venir, c'est chaotique, un bébé. Le tout, encore une fois, c'est de poser les mots, de verbaliser, de communiquer avec son conjoint, de solliciter de l'aide, de déléguer quand vous le pouvez. Et là, moi, je veux être assez... Vraiment, j'attends à ce que les pères et les coparents prennent leur place, en fait. Vraiment, soyez vigilants avec votre femme, avec la mère de votre enfant.
vraiment, ne la laissez pas tout faire. Et après, ça s'inscrit même dans la parentalité. La charge mentale, on le sait, les femmes, elles subissent beaucoup plus la charge mentale. Alors maintenant, bien sûr qu'il y a des efforts de fait, mais il ne faut pas que ce soit des efforts. Le père n'aide pas. En fait, le père n'aide pas, il prend sa place au sein du foyer en tant que père. Voilà, donc c'est hyper important qu'il y ait de la communication. Anna Roy dit c'est comme une société, comme une entreprise. Alors ça enlève un peu le romantisme, mais oui, quand on est avec son conjoint, on se dit ok, qu'est-ce qui va pas, vas-y viens, on va un petit peu remettre l'équilibre dans notre couple, et ça va amener de l'amour en fait, et ça va venir réparer. Et après pour l'intimité, la sexualité, c'est pareil, communiquer, voilà, dites ce que vous attendez et donnez vos besoins, voilà. On a eu une petite question du coup, une personne qui nous dit « Moi seule depuis la naissance, personne n'a pris le relais et je dors pas depuis 16 mois. » Et ben voilà, mais le problème il est là, elle l'a inscrit. Le problème c'est le relais. Moi la question en tant que doula, c'est est-ce que vous êtes seule dans cette maternité? Si la personne est seule et qu'elle vit seule avec bébé, peut-être se dire que solliciter de l'aide autour de soi. Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle a une maman qui peut venir la relayer la nuit? Il y a des nannies, hein, comme aux États-Unis, ça devient fréquent, hein, c'est un mouvement qui s'inscrit dans une tendance, et qui s'inscrit dans une tendance malheureusement parce que les femmes sont esseulées. Elle n'aurait pas besoin de ce soutien si on s'entraidait, voilà. Donc il y a des nannies qui le font, c'est des nourrices de nuit qui viennent donc épauler les mères et les parents, hein, parce que parfois c'est les deux qui sont fatigués, crevés, et puis il y a des doulas aussi, il y a des doulas qui le font. Moi je sais que je le fais, ça dépend avec quel couple que j'accompagne. Mais oui, ça existe. C'est vraiment de demander de l'aide, et si le coparent il est là, je viendrai lui répondre. Pourquoi le coparent ne fait pas de relais? Est-ce que c'est parce que le matin il a besoin d'être hyper en forme pour son travail? Ça peut être le cas aussi. En tout cas, demandez de l'aide. Ne restez pas dans votre solitude et dans votre détresse, parce que quand on est fatigué, on peut avoir un impact énorme psychologique. Ça peut vraiment entraîner des détresses, hein, le fait d'être crevé. Vraiment. Oui. Eh bien écoute, merci. Du coup, en conclusion, on retient principalement du coup, qu'il faut déjà être accompagné, que ce soit d'un compagnon, une compagne ou de la famille et des amis. Et puis qu'il faut savoir dire aussi quand ça va pas, et on peut très bien le dire aussi quand ça va très bien. Donc voilà, faut pas hésiter, mais voilà, faut parler, il ne faut pas se restreindre et se replier sur soi-même. Donc écoute, je te remercie pour tout ce que tu as pu nous raconter et tous ces conseils. Moi je vous propose de prolonger l'expérience aussi sur nos réseaux sociaux. On va continuer à en parler sous un post, et puis sous peu il va y avoir également un article de blog qui sera disponible sur notre site web, donc sur ce sujet. Donc il va reprendre tout ce qu'on a pu voir, et puis peut-être quelques infos supplémentaires, parce que c'est vrai que du coup on n'a peut-être pas pu tout évoquer, c'est très long. C'est un sujet, je pense qu'on pourrait s'y poser pendant une demi-journée facilement. Complètement. Puis chaque femme est différente, comme on en parlait aussi, donc c'est vrai qu'on le vit pas tous de la même façon. Et puis moi je vous dis, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain live qui va vous présenter du coup des tenues un peu spécialisées pour le thème un peu cérémonie, été. Et voilà. Se faire belle, se sublimer en tant que mère, c'est magnifique. Et du coup, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et un bon postpartum. Voilà, exactement. Bonne journée.